Ce soir, on a l'honneur de pouvoir accueillir Clément, ici, qui nous fait l'honneur de venir depuis Paris. Ça a marché beaucoup plus vite que prévu, mon business. Donc je me suis mis, on pourra en revenir après, à vendre du conseil en intelligence artificielle et des intégrations de solutions sur mesure. On vient de sortir de la journée d'audit sur les ops, donc l'opérationnel et la finance, comptabilité. Et tous, limite, ils nous disent oh, si vous pouvez faire quelque chose pour ça, vraiment, ça serait trop bien. Parce qu'ils en peuvent plus de faire cette tâche. Et ils en peuvent plus, quoi. Ils peuvent plus voir tous les tableaux, tous les machins et tout. Et je pense que ça peut vraiment déboucher sur une collaboration à 1 an, 2 ans. Enfin, il y a des trucs à faire pendant 2 ans dans cette boîte, quoi. Alors, ils ont un peu abusé sur la com. Je sais pas si vous avez vu, ils ont dit 380 000, mais c'est normal, c'est pour la com. Mais en gros, on va faire normalement entre 250 000 et 300 000 euros la première année. Ok les gars, donc là on vient d'arriver à côté de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour continuer notre audit pour notre client dans l'aviation qu'on avait commencé il y a 2 semaines, que j'avais fait dans une précédente vidéo YouTube, pour ceux qui ne veulent pas de quoi je parle. Il y a 2 semaines, on avait audité donc le pôle Sales et le pôle Communication. Et là, on vient pour auditer la partie opérationnelle et pour auditer la partie comptabilité, finance, donc facturation et tout. Et là, c'est vraiment le gros du business, puisque pour ceux qui n'auraient pas suivi la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Notre service, c'est justement un intégrateur. Enfin, notre client, c'est un intégrateur. C'est-à-dire que il y a tout un tas de services aéroportuaires qui sont liés à ceux qui utilisent des jets privés, qui font des vols diplomatiques, etc. Donc, mettre du fuel, organiser les transferts s'il y a plusieurs avions, mettre le service de conciergerie, commander une limousine. Enfin, il y a tout un tas de services. Eux, ils font tous ces services-là. Ils ont plein de prestataires et ils organisent le tout. En fait, c'est vraiment, c'est les rois de l'organisation, quoi. Ils organisent tout. Ils prennent leur marge sur tous les services qu'ils rendent et puis ça se passe comme ça. Mais donc le gros du business, c'est vraiment l'opérationnel et aussi toute la partie facturation qui est très compliquée. Les avions, je sais pas si vous m'entendez encore. Et donc là, on audite ça aujourd'hui. Ça risque d'être assez sportif. Et puis voilà, je vous dis à la fin de la journée ce qu'il en est, si on va mourir, si on va trouver des bonnes solutions. Voilà, je vous dis ça plus tard. Ok les gars, donc là, on vient de sortir de la journée d'audit sur les ops, donc l'opérationnel et la finance, comptabilité. Ça a duré toute la journée, je suis explosé, j'en peux plus. C'était un nombre d'informations à ingurgiter, c'était vraiment aberrant. Mais bon, je suis assez content parce que a priori, on a quand même de bonnes idées. On pense qu'il y a vraiment des trucs à faire qui engendreraient un gros ROI pour eux, qui leur fait gagner énormément de temps. Sur les opérationnels, notamment sur la gestion des mails, ils ont une masse de mails par collaborateur qui est colossale. Et en plus là, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient des stats du temps que ça leur prend de traiter chaque mail. Donc on avait des stats de temps de X minutes en moyenne. Les gens ils mettent X minutes pour traiter le mail. Donc nous on sait derrière que si on met une automatisation qui leur fait gagner 1 minute ou 2 minutes par mail, en fait sur 500 mails par jour et fois 30 collaborateurs, ça représente un gain de temps sur l'année qui est gigantesque. Et ça, nous, on aime bien, a priori. Comme on a en plus, c'est pas notre premier audit, qu'on a déjà fait des solutions, qu'on voit un peu, forcément qu'on a l'expérience, ça nous oriente. Et quand on nous raconte leurs problèmes, on pose des questions plus pertinentes et on voit la faisabilité. Et là, ouais, je pense qu'on a identifié au moins entre 2 et 4 choses potentiellement à faire sur les opérationnels. Et sur la comptabilité finance, alors là, c'était vraiment costaud. C'était vraiment compliqué leur process, mais c'est pareil, on peut gérer. Ils ont des problématiques de relance fournisseur et de relance client où tout est manualisé aujourd'hui quasiment, et on pense qu'on pourrait automatiser une partie du process, ce qui ferait gagner des heures et des heures par semaine, en plus du bien-être mental, parce que c'est des tâches qui sont ultra rébarbatives, ultra chiantes, ultra longues. Et voilà, et tous limite ils nous disent oh, si vous pouvez faire quelque chose pour ça, vraiment ça serait trop bien. Parce qu'ils en peuvent plus de faire cette tâche et ils en peuvent plus, quoi. Ils peuvent plus voir tous les tableaux, tous les machins et tout. Donc bon, on va voir ce qu'on peut faire. Après le problème c'est que dès qu'on sort d'audit, on a l'impression qu'on peut tout faire, puis après quand on met vraiment les mains dans le cambouis, on se rend compte que c'est pas si simple en général et qu'il y a des problématiques auxquelles on n'a pas pensé sur le moment. Mais globalement la théorie on l'a, et maintenant c'est juste de la pratique, c'est rentrer dans les trucs, corriger des bugs s'il y en a.
Mais après, on l'a déjà fait, donc on a déjà de meilleurs réflexes. Et je pense que ça peut vraiment déboucher sur une collaboration à 1 an, 2 ans. Enfin, il y a des trucs à faire pendant 2 ans dans cette boîte, quoi. Donc, on va voir. On a un appel demain pour débrief, un appel complémentaire. Et dès qu'on aura fait cet appel complémentaire, on va vraiment commencer l'analyse. Et d'ici peut-être 3 semaines, 4 semaines, on fera un rapport, quoi. Voilà. Ok les gars, je sais pas si vous m'entendez bien. Là, je suis à Gare du Nord. Je vais à Lille. Je suis invité par l'Université catholique de Lille, enfin l'asso d'entrepreneuriat de cette université, pour donner une conférence, voilà, sur mon parcours, sur comment j'ai fait plus de 200 000 € en quelques mois finalement. Donc voilà, j'y vais, ça va être sympa. Bon, ça prend un peu de temps, ça va me prendre toute l'après-midi, toute la soirée, même si je rentre le soir même. Et alors pourquoi j'y vais? D'un point de vue business aussi, il y a 2 raisons principales. Bon, la première raison, c'est que j'aime bien, voilà, j'aime bien prendre la parole en public, parler de mon parcours et tout, parce que je sais que ça peut inspirer plein de jeunes. Et j'aime encore plus quand l'audience est jeune, parce que voilà, tous les jeunes, on a plein de craintes, plein de peurs quand on veut se lancer, on sait pas si on doit le faire et tout. Et donc voilà, je sais que partager mon parcours et montrer que c'est possible, bah c'est toujours sympa. Et ça motive les gens, ça les inspire. Il y en a peut-être qui vont passer à l'action après avoir vu ma conf, j'espère. Et derrière, ils vont changer leur vie, quoi. Donc voilà, j'aime bien de ce point de vue-là. Et j'en profite aussi pour faire de la création de contenu, parce que je vais demander là-bas à ce qu'on me filme. J'ai pris des micros et tout, pour que voilà, quand on va me poser des questions que je vais répondre, bah, je puisse réutiliser le contenu, le monter et le balancer sur mes réseaux et tout, pour la preuve sociale, pour la crédibilité, pour montrer que bah, je fais des vrais trucs et tout, et que je suis sérieux dans ce que je fais. Et donc ça me permet aussi de faire pas mal de contenu à caractère crédibilisant, puisque j'ai une vraie audience, il y aura, j'espère, du monde, et ça donne de la crédibilité tout simplement, parce qu'il y a plus de monde qui écoute, hein, c'est tout con, hein, mais c'est pour ça que j'ai fait un TEDx aussi, c'était pour les mêmes raisons. Voilà. Donc là on y va, je prends mon train, je vais essayer de bosser un peu dans le train, et puis on se retrouve là-bas, quoi. Merci d'être venus si nombreux déjà. Aujourd'hui, Je vais faire sans moi, hein. T'inquiète. Ouais. Bon, ce soir, on a l'honneur de pouvoir accueillir Clément, ici, qui nous fait l'honneur de venir depuis Paris, et qui va se présenter et nous présenter ce qu'il a créé. Donc Clément, on te laisse te présenter. J'arrive. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. En tout cas, il fait beau ici, je suis arrivé, c'était cool. Ok, bon, je vais un peu me présenter. Franchement, il y en a pas mal. Qui c'est qui me connaît pas du tout ici? Vraiment, on m'a jamais entendu parler de moi nulle part. Ok, ouais, il y en a pas mal quand même. Ok, donc je vais essayer de faire un petit récap de ce qui s'est passé un peu les dernières années, d'où je viens, de pourquoi j'ai créé une boîte et pourquoi j'ai fait plein de trucs. Et puis, je vais faire un petit peu le récap. Et puis dès que j'ai fini ce récap, après, on en va parler justement avec l'asso. J'ai pas envie juste de vous parler, parce qu'en fait j'ai rien préparé, donc j'ai pas envie de vous parler pendant 1 heure comme ça, un truc théorique et tout. Si vraiment ça vous intéresse, vous voulez savoir à tout prix, bah posez-les. Moi, normalement, je réponds à presque tout, mais on est plus du tout que du presque tout, tu vois. Donc voilà. Donc si je dois faire un petit récap, donc de base, moi j'ai toujours été un peu un compétiteur. Je fais pas mal de tennis, enfin même beaucoup de tennis de haut niveau. J'étais dans les meilleurs français. Au début, je voulais être joueur professionnel de tennis. Puis ça a foiré, j'ai dû arrêter à 15-16 ans pour plein de raisons, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc après, voilà, j'avais plus le sport. On m'a dit, ouais, t'es pas trop nul, t'es pas trop mauvais à l'école, faut que tu ailles faire des études. Je fais d'accord, je vais faire des études. Et là, on m'a dit, ouais, faut que tu ailles en prépa, parce que la prépa, tu vas pouvoir avoir des grandes écoles derrière. Donc bon, j'y suis allé et tout. Je suis allé en prépa, je ne sais pas si vous connaissez, à Paris, au lycée Saint-Louis. Et j'ai fait une prépa, donc HEC, où le but c'est d'avoir les meilleures écoles de commerce.
Donc là, je me suis fait exploser au début quand j'étais à Paris parce que je venais d'un lycée de province et c'était pas du tout le même niveau qu'à Saint-Louis à Paris. Donc je me suis fait exploser et tout. Mais bon, comme je dis, je suis compétiteur, je suis un peu un tryharder au sens propre du terme. Et bah, j'ai taffé comme un fou pendant 2 ans. Et à la fin, j'ai réussi à avoir la meilleure école de commerce qu'on peut avoir après les concours. Donc j'ai eu HEC. Et là, ce qui se passe quand on arrive en école, bon, vous n'avez pas fait prépa, donc vous ne voyez pas, mais souvent ce qui se passe, c'est que la première année, c'est un peu la débauche, on va dire. Parce que les gens, ils ont bossé 13 heures par jour pendant 2 ans, donc quand ils arrivent, ils n'ont pas envie de travailler. Et bah, c'était carrément mon cas. Du coup, pendant 1 an, pas pendant 1 an, du coup, vous allez voir, mais pendant un long moment, j'avais pas trop d'objectifs. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui avait toujours des objectifs ambitieux, quoi. Au début, je voulais être pro en tennis, ça va marcher. J'ai eu une période où j'avais un autre objectif, mais je ne vais pas vous en parler. Et puis après, bon, j'ai voulu avoir la meilleure école de commerce. Bon là, cette fois-ci, ça a réussi. Et en fait, très vite, je commençais à me faire chier à l'école. Parce que bon, on a genre 15... Peut-être vous travaillez un peu plus ici, c'est privé, j'ai vu. Enfin, je sais aussi, mais on avait genre 15 heures de cours par semaine. Bon, il y avait les assos, il y avait la vie, mais on n'était quand même pas non plus ultra occupés. Donc je commençais à me faire chier. Puis je suis parti aux États-Unis en première année. Donc c'est pareil, un échange. Je sais pas si vous avez fait des échanges universitaires. Vous avez, vous? Ouais, vous avez pas mal. Donc là, c'est pareil, hein, c'était avec un groupe de 10 potes. Donc là, on voyage, on sort 4 fois par semaine. C'était sympa. J'étais au Texas. C'était cool. Et puis je commence vraiment à me faire chier en fait pendant que je suis aux États-Unis. Et je parle avec un mec qui a lancé une agence IA, parce que c'est le même moment où il y a ChatGPT 4 qui est sorti, à ce moment-là. Et je sais parce que je devais faire j'avais mes partiels aux États-Unis, parce que j'étais nul en anglais. Et j'avais fait un truc avec ChatGPT 4 et j'avais une note de fou. Et j'étais en mode, ouais, c'est un truc de fou ce machin. Mais il y a vraiment des trucs à faire. Et j'avais parlé avec des Américains qui avaient lancé une agence IA parce qu'ils ont toujours 6 mois, 1 an, 2 ans d'avance sur nous. Et ils me parlaient, je me disais, ah ouais, enfin je comprenais pas tout ce qu'ils me racontaient, mais je me disais, ouais, en vrai ça a du potentiel et tout. Bon, je laisse un peu en suspens, mais plus ça va, et puis je me dis, ouais, GPT-4 c'est quand même une dinguerie. Et je sais pas exactement ce que je veux faire, mais je sais qu'il faut que je sois dans ce secteur. Il faut que je fasse un truc. Parce que je commençais à m'ennuyer, il y avait plein de raisons personnelles, peut-être qu'on y reviendra après, qui ont fait que j'avais envie de lancer un business, j'avais envie d'être indépendant financièrement, j'avais envie de créer un truc. Et donc là, je rentre des États-Unis et pendant 3-4 mois, je recherche, je me forme sur l'IA, j'essaye de comprendre, j'essaye de voir ce qu'on peut faire, j'essaye de voir ce que je peux vendre concrètement. Et surtout, je cherche un associé parce que je suis à HEC. Et bon, l'IA, ça fait plus tech, ça fait plus ingénieur. Et je me dis que pour la crédibilité, il me faut absolument un ingénieur avec moi. Donc je galère à trouver, mais je finis par trouver en août. Et dès que j'ai trouvé, en fait, on lance la boîte en septembre. Et le but, c'était... Bon, au début, je ne savais pas ce que j'allais vendre. C'est un peu un concept dans l'entrepreneuriat. Tu dis que tu vas vendre un truc, mais tu essaies toujours de vendre avant de faire ton produit. Parce que tu ne vas pas passer 6 mois à créer un produit qui ne se vend pas. Sinon, tu as juste perdu 6 mois. Donc, il vaut mieux essayer de vendre. Et quand tu vois qu'effectivement, il y a une demande, là, tu fais ton produit. Okay. Donc, moi, j'avais cette mentalité. Et bon, même si je savais un peu faire des trucs quand même, parce que sinon, c'est chaud en appel de vente. Et donc là, je lance. Et en même temps, pour m'obliger à passer à l'action, je me suis lancé sur Instagram. Et j'ai fait un défi, en gros, 90 jours. Je sortais une vidéo par jour. 90 jours pour dépasser les 10K par mois. Et j'ai dit devant tout le monde, voilà, j'ai 90 jours pour dépasser les 10K par mois. Alors j'ai fait ça pour pas de raison, mais je l'ai fait aussi pour me forcer à vraiment me donner, à me donner les moyens de mes ambitions, parce que je m'exposais un peu à l'humiliation publique, quoi. Au bout de 90 jours, les gens me disent, bon alors frérot, les 10K par mois, ils sont où? Moi, ça marche très bien sur moi, ce genre de truc. Et du coup, je me suis lancé sur Instagram, j'ai commencé à poster une vidéo par jour, des vlogs. Et puis en fait, ça a marché beaucoup plus vite que prévu mon business. Donc je me suis mis, on pourra en revenir après, à vendre du conseil en intelligence artificielle et des intégrations de solutions sur mesure, ce qu'on appelle des automatisations en fait, qui intègrent les nouvelles technologies d'IA qui sont sorties dans les 2-3 dernières années. Et j'ai commencé à vendre ça a marché plus vite que prévu. On a dépassé les 10K par mois en 90 jours. On avait fait, je crois, j'ai fait une vidéo dessus, mais on avait fait 33 000 ou 34 000 euros les 3 premiers mois, donc tout juste.
Et puis après, ça a commencé à vraiment marcher. J'ai commencé à structurer ça, à développer ça. J'ai même fait des activités en parallèle. J'organise des événements, je fais de l'événementiel. J'étais invité à un TEDx. J'ai fait un TEDx sur l'IA à Lyon. Je fais plein de choses comme ça. Et en fait, ça nous amène à pas si longtemps que ça, puisque là, on est en quoi là? Octobre? Ouais, en octobre. C'était en janvier ou en février que j'avais dépassé les 10K. Et là, aujourd'hui, alors ils ont un peu abusé sur la com. Je sais pas si vous avez vu, ils ont dit 380 000, mais c'est normal, c'est pour la com. Mais en gros, on va faire normalement entre 250 000 et 300 000 euros la première année de chiffre d'affaires. Mais comme on est dans le conseil et dans de la tech, on a des marges qui sont à 70, 80, voire 90%. Donc c'est pas du CA comme si tu vendais un produit où tu as 15% de marge, quoi. Donc ça a aussi des problèmes, peut-être on en reparlera. Mais donc voilà, on a fait ça. Et donc ça m'amène à cet été où là, comme on commence à faire pas mal de cash, etc., j'ai commencé à structurer du recrutement. Donc j'ai recruté à peu près une quinzaine de personnes en sales et en tech pour m'aider à intégrer des solutions que j'ai développées dans la dernière année. Et j'ai aussi négocié avec HEC pour qu'ils me laissent tranquille pendant un an parce que je suis encore étudiant. Je ne suis pas diplômé en HEC puisque j'ai lancé ça donc en M1 si vous m'avez suivi. Et je l'ai négocié avec eux pour qu'ils me laissent faire ce que je veux pendant un an pour développer à fond ma boîte et qu'ils me fassent pas chier avec leur stage et tout. Et après, mais bon, je dois quand même après faire des stages et faire mon M2, ce qui va être très très relou. Donc voilà, mais donc là je suis pile dans cette année de césure, là je suis full time sur mon business. J'ai pris un appart à Paris pour être plus proche de clients et d'événements et d'opportunités et de networking. Parce que de base je suis du sud de la France. Et donc voilà, ça m'amène à cette conférence. Je sais plus qui m'a invité, mais c'était toi. C'est toi qui m'as invité. Il m'a dit est-ce que tu peux venir parler à Lille? J'ai vu que c'était pas trop loin. Je me suis dit il va peut-être faire beau. Non, c'est pas beau. Et je suis venu pour répondre à vos questions, pour répondre à leurs questions. Et puis moi, mon but en fait, si je suis venu, c'est juste c'est un peu pareil avec mon compte Instagram. C'est pour un peu inspirer des jeunes comme vous et moi, enfin de 18-25 ans, qui probablement parmi vous, il y en a pas mal qui ont des projets, qui disent ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Et puis pour tout un tas de raisons, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur de ce que vont penser nos parents. Parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a tout un tas de peurs en fait, on passe pas à l'action et c'est très dommage parce que j'aurais pu me dire moi en septembre de l'année dernière vas-y je fais des études, je ferai ça après, je commencerai plus tard, je ferai ça dans 5 mois, je ferai ça dans 6 mois, peut-être je ferai après mes études, je vais pas me lancer sur Instagram, ils vont tous se foutre de ma gueule, ça va être chaud et tout. Et si j'avais fait ça, mais putain, j'aurais été tellement con. Parce que tout ce qui s'est passé en un an, en gros, c'est avoir construit un business avec en plus un de mes meilleurs amis d'enfance qui en fait que maintenant je suis complètement libre financièrement et je suis même très très bien, pour être honnête, on va pas se le cacher. Donc je suis libre financièrement, j'ai appris un nombre, mais au-delà de l'argent, je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont pouvoir parler d'argent parce que c'est ce qui intéresse le plus en général, mais c'est aussi toutes les compétences. Tout ce que j'ai appris en 6 mois, je pense que c'est incroyable par rapport à... en 6 mois d'entrepreneuriat, j'ai appris 4 fois plus qu'en un an de cours à HEC, quoi. Et encore, je suis gentil. Mais en termes de compétences, parce que quand tu es entrepreneur, tu dois tout faire. Tu dois faire du marketing, tu dois faire la compta, tu dois faire la finance, tu dois vendre, tu dois créer ton offre, tu dois faire de la communication, tu dois tout faire, de A à Z. Et donc tu apprends aussi énormément. Et même si tu foires, en vrai, tu as quand même appris la base de trucs. Donc en termes de compétences, en termes de liberté financière, en termes de croyances limitantes, de vision de l'argent, du business, des relations avec les gens, de comment ça fonctionne, c'est incroyable ce qui s'est passé en un an. Et si je m'étais dit, vas-y, je commence dans un an, et encore là, je vous fais vraiment un résumé, mais il s'est passé tellement de trucs. Si je m'étais dit, je commence dans un an, mais j'aurais pas pu savoir, mais je m'en serais voulu toute ma vie. Et parfois, il faut juste y aller un peu et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Et donc moi, si je peux en inspirer juste quelques-uns parmi vous, quelques-unes, lancer leur projet, à prendre un peu des risques, même si je déteste ça, parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir pris des risques. Mais c'est un peu ce qu'on dit souvent dans l'entrepreneuriat, il faut prendre des risques. Moi, je trouve pas que j'ai pris des risques, mais on en parlera si vous voulez. Mais voilà, vous incitez juste à faire des trucs. Voilà, moi je suis content et j'ai bien fait de venir, quoi. Je finis pour ma petite intro storytelling.
quoi. Ouais. Bah, si déjà vous avez des questions, comme je vous ai dit, vraiment il n'y a pas de tabou. Posez toutes vos questions, je réponds. Moi, c'est plus sur comment tu comptes gérer ensuite l'argent, vu que tu en génères pas mal. Ouais. Est-ce que tu as l'intention de réinvestir ça dans ton projet, d'en créer d'autres, si tu as des idées ou pas? Comment tu souhaites le gérer? Comment je souhaite gérer cet argent? Alors, c'est vrai que c'est très chiant pour se payer en France. En fait, de base, moi, le business, je l'avais vu. Parce qu'en fait, quand tu crées une startup, tu as un peu deux mondes de la startup. Tu as ceux qui n'ont pas encore fait d'argent et qui, à partir d'une idée, Uber, Facebook, je sais pas quoi, ils vont se dire je vais créer un truc qui n'existe pas encore et qui potentiellement peut faire des millions et des millions, voire des milliards. Et ces gens-là, en général, ils vont lever des fonds, qui vont voir des investisseurs et ils vont dire ouais, moi c'est mon idée, moi je m'appelle machin, c'est ça mon CV, est-ce que tu me fais confiance, est-ce que tu me donnes temps pour que je fasse ce projet? Mais en général, tant qu'ils n'ont pas levé des fonds, il n'existe pas le projet, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien. Okay, donc ça, c'est la première vision de l'entrepreneuriat. Tu vas lever des fonds. Et la deuxième vision de l'entrepreneuriat, c'est de faire des business à cash flow. Donc des business à cash flow, ça va être un business où tu ne vas pas forcément chercher l'idée du siècle pour aller faire un Uber qui va faire des milliards. Tu vas faire un business qui fait du cash. Donc souvent qui a des grosses marges, où tu n'as pas de problème de gestion de trésorerie. Ça ne demande pas des investissements énormes où tu vas devoir prendre des usines, je sais pas quoi, embaucher 150 personnes, etc. Et le but de ça, bon, accessoirement, quand tu fais du cash flow, bah, forcément, tu peux te payer beaucoup plus que sur un business type Uber où souvent les types ils vont pas se payer pendant 2 ans. Donc moi, de base, dans ma tête, comme j'étais en études, que j'avais quand même beaucoup de trucs à côté et que j'avais pas juste une idée pour moi qui pouvait faire des milliards, bah, je me suis plutôt orienté vers un business à cash flow. Donc l'idée c'était de faire du cash, c'était déjà donc pour être indépendant financièrement et parce que j'avais des raisons personnelles, des dettes de ma famille à rembourser, des trucs comme ça. Donc je voulais faire du cash, je voulais pouvoir me payer, être libre et je voulais aussi effectivement pouvoir le réinvestir. Mais en fait, si tu veux, moi dans mon idée c'était si j'ai 100 000 euros de côté et que j'ai déjà 3 ans d'entrepreneuriat derrière moi et que je vais voir un investisseur dans 4 ans parce que j'ai une idée qui peut faire 10 millions, 1 milliard plutôt. Bah, ça va pas du tout être pareil. Si je viens et que je dis écoute, moi j'ai 3 ans d'entrepreneuriat, j'ai généré X euros, j'ai managé X personnes, j'ai 100 000 euros d'apport de côté parce que je crois en mon projet et je sais que ça va marcher. Voilà mon CV, est-ce que tu me donnes de l'argent? Bah, ça n'a pas du tout le même impact que 98% des gens qui sortent juste de l'école, ils n'ont encore rien fait, ils n'ont pas généré 1 euro, ils n'ont rien vendu. Rien. Et ils vont demander des millions et des millions pour leur projet. Bah, ça n'a pas du tout la même force. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu lèves des fonds, tu en as 95% qui n'arrivent pas à lever des fonds. Pas assez. C'est très sélectif. Et donc, dans mon esprit, c'était autant faire un business à cash flow pour des raisons personnelles parce que j'ai besoin de thunes, mais aussi parce que dans tous les cas, c'est énormément d'expérience, c'est de l'argent de côté, du cash du liquide, et c'est donc une preuve par la suite, quand j'aurai une idée, et maintenant j'en ai d'ailleurs, quand j'aurai une idée qui peut faire beaucoup plus, de crédibilité vis-à-vis des investisseurs pour qu'ils disent ah oui non mais lui ok, lui je le prends et je prends pas lui parce que enfin voilà c'est évident. Et ça fait 3 ans qu'il est dedans quoi. Il a 26 ans mais ça fait 3 ans ça fait 4 ans qu'il fait l'entrepreneuriat. Donc je lui fais beaucoup plus confiance à lui qu'à quelqu'un qui va faire son premier business. Tu vois. C'est beaucoup plus crédible. Donc ouais je dirais que c'est comme ça que donc actuellement je t'avoue que je me paye pas mal. Et je suis pas trop forcément dans réinvestir parce que j'ai pas un business, donc par définition c'est ce qu'on appelle un business scalable, c'est-à-dire standardisable, où c'est tout le temps la même chose et plus tu mets d'argent et plus ça augmente. Mon business comme il y a des audits, qu'il y a du conseil et tout, c'est du sur-mesure et quand c'est du sur-mesure, bah forcément tu peux pas le standardiser et ça dépend beaucoup de moi en fait. Donc actuellement, j'ai pas besoin d'investir des milliers et des milliers et des centaines de milliers d'euros dans mon business pour le faire grossir. J'ai juste besoin de structurer, recruter un peu et ça se développe comme ça. Mais après, effectivement, très vite, je suis déjà en train de réfléchir à la suite. Mais je sais pas exactement à l'échelle de temps quand ce sera quoi. Tu vois. J'espère que ça répond à tes questions. Le plus important pour vendre, on va le voir par la suite, surtout quand tu es jeune et que tu as une tête d'adolescent, c'est la preuve sociale. C'est le fait d'avoir eu des clients avant. Parce que le premier réflexe des darons que tu as en appel, c'est oula, étudiant, pas sérieux, amateur. Donc il faut absolument contrer ça.
Et donc, il faut beaucoup de preuves sociales. Sauf qu'évidemment, au début, tu n'as pas de preuves sociales, puisque tu n'as jamais eu de client, et si personne te fait confiance parce que tu n'as pas d'expérience, et ben ça avance pas. Donc, il faut trouver un moyen de passer outre. Donc, en général, tu joues sur la corde émotionnelle de ta famille, de tes amis, qui, si tu leur fais gratuit, normalement, ils vont pas te faire chier. Ils vont bien vouloir que tu leur fasses le truc. Ensuite, une fois que tu as ta preuve sociale, bon, alors, il y a plusieurs choses. D'un point de vue technique, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment bombardé sur l'acquisition. Donc, j'ai fait quoi? J'ai mis en place un système automatisé de mail où j'envoyais 300 messages par jour en automatique avec de l'IA. Donc, ce qui faisait que je tombais moins dans les spams. Donc, j'avais 300 messages qui s'envoyaient par jour sur mes niches que j'ai ciblées pour essayer de leur vendre mon truc. On faisait aussi du LinkedIn automatisé. Donc, pareil, j'avais des DM qui s'envoyaient tous les jours à des gens sur LinkedIn. Je jouais aussi sur les réseaux de mes écoles. C'est-à-dire que, je sais, il y a plein d'alumni. Donc je leur disais oui, bonjour, j'ai une idée de boîte, etc. J'aimerais bien avoir vos conseils parce que vous êtes extraordinaire et que ça se voit que vous avez fait plein de trucs dans votre vie. Ça vous dirait de prendre un café? Là en général, je sais pas, t'en as peut-être 10%, 20% qui vont dire oui. Tu vas prendre un café, tu leur parles, tu sais pas de leur vendre, tu leur dis ce que tu fais en disant, alors le problème c'est que t'as encore rien fait normalement. Donc là c'est là que les clients gratuits sont importants. Parce qu'imaginons que tu as eu un client gratuit dans un hôtel, tu vas pouvoir dire « Ah ben moi j'ai intégré ça pour des hôtels ». Tu vas pas dire pour un hôtel qui est en fait mon cousin qui m'a été gentil avec moi, tu vois, évidemment. Mais tu vas te servir de ta petite expérience de tes clients gratuits pour être crédible, parce que c'est qu'une histoire de confiance, hein, le business et la vente. Il faut que le mec ou la meuf se dise « Ok, je vais lui faire confiance pour lui donner mon argent et que derrière je puisse avoir un retour ». C'est que de la confiance. Donc tu vas prendre un café, puis tu vas lui dire voilà, moi j'ai fait ça pour des hôtels, on a intégré ça, et on leur a fait gagner 3 heures par jour. Non, c'était vraiment sympa. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois sur deux, la personne à la fin, elle va te mettre en relation avec quelqu'un qui aurait besoin de tes services, soit elle-même, soit quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Et en fait, tout le monde se dit ouais, c'est dur de trouver ses premiers clients. C'est pas le plus dur, moi je trouve, parce que au bout d'un moment, voilà, si t'envoies 300 mails par jour, que tu harcèles tout ton réseau proche, que tu vas prendre des cafés tous les jeudis après-midi avec tes inconnus, et que tu provoques un peu, après ouais, il faut provoquer. Faut être un peu courageux, il faut oser. Tu peux aussi faire du cold call, on en a fait ça. On appelait les gens à froid. Et on leur disait, oui, voilà, tu l'appelles, tu lui dis, voilà, moi je fais ça et tout. Toi, qu'est-ce que tu fais actuellement sur ça? T'as un problème, non, vis-à-vis de ça? Ah ouais, j'ai un problème, ça me prend du temps. Ah ouais, et du coup, vous utilisez ça, c'est pour ça que c'est un problème. Ok, ouais, j'ai peut-être une solution, ça vous dirait qu'on en discute. Puis après, tu fais un autre appel, où là, tu vas essayer de vendre, pour le coup. Donc, premier client, ouais, globalement, c'est ça. Hein. Client gratuit, accumuler de la preuve sociale. Ensuite, édulcorer, évidemment, cette preuve sociale en disant que si tu as eu un seul client, bah, tu en as eu 3. Tu vois, des choses comme ça, pour être plus crédible. Ensuite, d'autres systèmes, parce que tu t'es renseigné, tu t'es formé, donc tu sais envoyer des mails de masse, tu sais faire du LinkedIn, tu sais faire plein de trucs. Et au bout d'un moment, ça le fait. Et au début, tes premiers clients, tu les fais pas trop cher, comme ça, tu es sûr que le levier du prix, il va pas trop impacter. Et tu joues sur autre chose. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle des paiements à la perf. Donc tu vas lui dire, bon ça, c'est bien au début pour justement accumuler la preuve sociale, mais je me suis fait arnaquer plein de fois avec ça. En gros, tu dis aux gens, voilà, alors moi mon service c'est ça, et tant que ça t'a pas rapporté X résultats, tu me payes pas. Donc le mec il prend aucun risque. Tu vois, c'est irrésistible comme proposition. Moi je vais te faire ça. A priori s'il est en appel, c'est qu'il est un peu intéressé, parce qu'il a trouvé ça intéressant. Et c'est aussi à la commission. Tu vois, si je t'ai pas rapporté tant, tu me payes pas en fait. Et par contre, si je t'ai rapporté tant, tu vas me payer 10%, 15%. Bon, ça c'est très facile pour vendre. Après, le problème, c'est que souvent les mecs te payent pas. Et je me suis fait arnaquer plus de 15 000 € là-dessus, sur des trucs à la commission. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que juste j'ai eu son nom et maintenant que ça a été mon client et que j'ai signé un truc, je peux le mettre sur mes logos, je peux le mettre sur mes preuves sociales. Dans mes appels de vente d'après, je vais pouvoir dire oui, j'ai intégré ça pour ce client, ça lui a ramené 25 000 € en 6 mois. En 6 mois, non, en 2 semaines. Qu'est-ce que je dis? Donc tu vois ce que je veux dire? Ouais. Concrètement, c'est quoi en fait ton produit, ce que tu fais? Ouais, donc concrètement. Tu le vends à qui et c'est quoi la solution? Ok, ouais. Ça a un peu évolué, mais globalement, ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai 2 activités principales. Je fais des audits, donc des missions de conseil, où je vais dans une boîte, souvent PME, TPE. Je vais voir tous les départements de la boîte, finance, conseil, RH, sales, tech,
communication, tout. Et je vais faire des interviews avec les parties prenantes et avec les leaders un peu de chaque département. Et je vais leur demander qu'est-ce qu'ils font en fait dans leur quotidien, leurs tâches, concrètement leur process. Je vais leur demander ce qu'ils font. Et ensuite, moi, je vais analyser tout ça et je vais regarder où est-ce que je peux mettre de l'IA générative. Je dis bien IA générative, c'est tout ce qui est lié avec ce qui est sorti là dans les 3 dernières années, avec ChatGPT, etc. C'est ce côté génératif, tu peux générer des choses, des réflexions, des analyses, des textes. Je vais regarder où est-ce qu'on peut mettre de l'IA générative dans tous les process pour leur faire gagner du temps. Et donc de l'argent, mais d'abord du temps, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le but, c'est de leur faire gagner de la productivité. Des tâches qu'ils sont obligés de faire parce qu'il y a beaucoup de choses dans plein de business que les gens font manuellement. Et en fait, aujourd'hui, on peut les automatiser avec de l'IA. Donc, je vais regarder tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, je vais faire un rapport. Et à la fin, je vais leur dire, voilà, moi, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Ça coûterait tant. Le ROI, le retour sur investissement, ce serait tant. Ça vous ferait gagner 2 heures par collaborateur, ce qui ferait 600 heures sur l'année. Des choses comme ça. Et à la fin, c'est à eux de prendre la décision. Et ils vont dire, par exemple, moi, sur les 6 solutions que vous avez trouvées, moi, je veux que la 1 et la 3. Et après, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on intègre les solutions derrière. Donc, en fait, il y a souvent une phase d'analyse où je vais dire, on peut faire tout ça. Moi, je ferai ça, moi, je ferai ça. Pour moi, c'est le mieux. Et puis après, eux, ils prennent une décision. Soit ils le font, soit ils le font pas. Parfois, ils le font pas. Parfois, ils le font. Et ensuite, nous, derrière, on intègre les solutions d'IA. Et donc là, soit ça va être… souvent, en fait, c'est des automatisations. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas utiliser l'IA comme ça. Je donnerai un exemple après d'une solution concrète qu'on a faite. Mais on ne va pas juste mettre de l'IA. On va en fait faire des automatisations, donc des enchaînements d'actions. Ou dans l'enchaînement d'actions, à un moment donné, il y a de l'IA parce que ça va nous permettre de générer un texte, un mail… un message, une facture, un devis, qu'avant on ne pouvait pas faire quand il n'y avait pas l'IA générative. Et maintenant on peut le faire. Et donc ça crée plein d'automatisations qui avant étaient impossibles à faire, qui maintenant sont possibles à faire. Et donc nous ensuite on leur met en place et ils sont contents. Voilà, parce que ça leur fait gagner du temps. Là-bas, c'est compliqué. Tu as parlé tout à l'heure que tu avais un business en tech. Est-ce que tu as appris du coup les bases dans l'informatique? J'ai pas tout appris parce que t'as pas besoin de savoir tout pour lancer un business dans l'IA et pour faire des automatisations. Donc moi, je me suis formé sur l'IA générative, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça marche, pourquoi quand tu écris des trucs à ChatGPT, il te répond bien. C'est une dinguerie, on se rend pas compte, mais c'est vraiment une folie d'un point de vue informatique. Essayer de maîtriser mon sujet sur l'IA générative de façon générale. Ensuite, j'ai appris ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc, parce que la plupart d'entre vous utilisez ChatGPT probablement à 10% de ce que vous pourriez l'utiliser. Parce que vous ne savez pas concrètement comment l'utiliser. Mais en fait, il y a plein de techniques, de prompt. Le prompt, c'est la demande qu'on fait quand on écrit le message à ChatGPT. En fait, vous, probablement, 90% de vos prompts, c'est entre 1 et 4 lignes. Mais sauf que si on va beaucoup plus loin et qu'on fait des prompts de 2 pages pour obtenir un résultat très précis, pour une boîte, pour un process, pour une solution, et ben là, il faut maîtriser un petit peu comment tu structures ce prompt pour avoir les meilleurs résultats possibles, mais surtout avec récurrence. Que ça ne marche pas 5 fois sur 10, que ça marche 9 fois sur 10. Tu vois. Donc il y a un peu de prompt engineering à maîtriser. Et après, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des outils d'automatisation, comme Make, comme Zapier, ou alors avec du code, là c'est un peu plus compliqué, qui va permettre de relier toutes les choses entre elles. Et ça, il faut maîtriser, parce que si tu maîtrises pas l'outil qui va te permettre de tout automatiser, tu peux rien faire en fait. Voilà. Donc ça, donc moi, je me suis formé là-dessus. Au début, je faisais les solutions moi-même, mais après, très vite, et comme dans tous les business, il faut déléguer, parce que je me suis associé donc avec une personne, enfin mon ami d'enfance qui est mon associé dans Zenitia, qui est à la moitié de Zenitia, qui est de la centrale Supélec de base, donc école d'ingénieur. Et très vite, on s'est réparti les tâches parce qu'on était débordés en fait. On avait trop de clients, trop de trucs à faire et moi je pouvais pas comme ça faire les automatisations, aller dans la tech, régler les bugs et tout, c'était pas possible. Surtout que moi j'étais en plus meilleur en vente et sur toute la partie acquisition, suivi client, satisfaction client et tout le reste et les réseaux sociaux aussi. Donc très vite on a séparé et moi je me suis spécialisé sur tout le reste et mon associé Castral Supélec il fait
C'est lui qui fait la partie technique maintenant. Mais il faut absolument que je comprenne la partie technique. Parce que si je comprends pas la partie technique, je peux pas vendre moi derrière. Parce que déjà, je vais pas pouvoir voir ce qu'on peut faire. Et c'est chiant. Parce que je vais quand même lui... Enfin, je vais essayer de lui vendre un truc que je pense qui est réalisable. Sinon, ça sert à rien. Je vais me mettre dans la merde. Donc il faut quand même que je comprenne, mais j'ai pas besoin de savoir-faire. Et ensuite, là, je recrute des techs à qui on apprend des solutions à intégrer. Et donc là, moi, je suis plus dedans. Et moi, je m'occupe des sales. Ouais. Moi, c'était plutôt. Un truc qui marche, bah pas moi. Moi, ça a vraiment marché en même pas un mois, tu vois. Ça a marché. Après, ça fait depuis 6 ans que je regarde des vidéos sur YouTube. Enfin, depuis que je suis tout petit, quoi. Depuis que j'ai 15 ans, je regardais déjà des entrepreneurs qui lançaient des business, je les voyais, je regardais plein de vidéos, je suis quelqu'un de très curieux aussi. Donc je me suis toujours intéressé à ce monde-là du business. Je comprenais pas en fait comment les mecs ils pouvaient faire autant de thunes. C'était ça mon point de départ. Des gens que je voyais qui sont souvent expatriés maintenant, à Dubaï ou des trucs comme ça. Je me disais mais comment ils font pour faire autant de thunes? C'est pas possible. Et donc ça me creusait, ça me creusait l'esprit. Et donc je me suis toujours renseigné sur le monde du business. Et ouais, je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché du premier coup, entre guillemets. C'est parce que derrière, j'avais quand même un gros background. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup de connaissances. Mais par contre, j'avais pas beaucoup de pratique. Et après, mais après, il y a aussi les réseaux qui m'ont fait marcher très vite. Hein. C'est beaucoup grâce aux réseaux aussi. Ouais. Est-ce que les cours d'HEC t'ont aidé à monter ta boîte et à développer ton activité? Vraiment, tu t'es basé sur des ressources que tu peux trouver sur Internet? Ah bah ils m'ont aidé parce que vu que j'avais quasiment jamais cours, ça m'a laissé bien du temps. Dans le sens de la... Ouais, je sais, je rigole. Est-ce que ça m'a aidé? Faut que je fasse gaffe à ce que je dise parce que si tu me filmes, ils vont déjà qu'ils mettent de la pression tout le temps là pour que je revienne. Est-ce que ça m'a aidé? Ça dépend des cours. La plupart des cours m'ont pas aidé à passer à l'action, si tu veux. C'est-à-dire que les cours c'est bien, ça te donne une petite base théorique, tu vois un peu comment ça fonctionne, tu comprends un peu. Après il y a plein de cours qui servent à rien, tu vois, pour moi. En tout cas pour être entrepreneur, pour lancer un business, pour faire de l'argent vite, etc. Il y a plein de cours qui servent à rien. C'est peut-être très impolitiquement correct ce que je vais dire, mais on a plein de cours, je sais pas moi, de sustainability, de microeconomics, de choses où concrètement je vais vraiment rien en tirer. Donc là c'est pas fou. Par contre il y a quelques cours qui sont vraiment bien. Tu vois, finance d'entreprise, comptabilité, trucs comme ça. Là, bah, c'est bien, tu vois, tu as des cours, tu as un prof, tu peux lui parler, tu peux lui poser des questions. Donc il y a des cours qui sont utiles, tu peux apprendre des trucs, mais c'est pas tout le cours et c'est pas là que j'ai vraiment, c'est pas à HEC que j'ai appris l'entrepreneuriat entre guillemets quoi, et que j'ai appris plein de trucs sur le business. Par contre, ça m'a laissé du temps parce qu'il laisse de la liberté, ça c'est cool. Pour pouvoir faire ça, parce que si on m'avait dit oui tu fais 8h-17h tous les jours, tu dois aller à tous les cours, machin, etc. J'aurais jamais pu, tu vois, impossible. Donc là-dessus c'était bien, il y a des cours qui étaient utiles. Après il faut pas se dire oui alors je vais aller dans une business school, je vais voir plein de cours pendant 3 ans et puis après je vais être trop bon en entrepreneuriat et je vais faire plein d'argent et ça va marcher. Pas du tout, pas du tout. C'est théorique, ça reste très théorique, ça reste très général et c'est fondamentalement les 3 quarts du temps du contenu pour quand tu vas être cadre dans X années, tu vois. Donc c'est pas forcément... Après tu as des cours d'entrepreneuriat, mais je trouve que les cours d'entrepreneuriat, c'est quand même en faisant que tu apprends, quoi, surtout dans l'entrepreneuriat. On n'est pas en train de passer un doctorat et de passer l'agrégation de philosophie, tu vois. C'est quand même de la pratique. Donc ouais, c'est ça que je peux te dire sur les cours. Tu es parti avec combien de capital au départ? 0. Non, en vrai, bon, j'avais de l'argent sur mon compte, tu vois, mais c'était vraiment mon argent perso. Enfin, je venais de faire mon road trip aux États-Unis qui m'a coûté cher. Donc j'avais pas grand-chose hein, quand j'ai commencé. Je sais pas, j'avais peut-être 1000 euros, 1200 euros sur mon compte. Je me rappelle même plus, honnêtement. Non, mais tu parles investi dans le... Ah, investi, 0. 0, 0, 0. C'est le concept d'un business à cash flow. J'ai expliqué tout à l'heure. C'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissement de départ. Parce que l'idée, c'est toujours de se faire payer avant de faire. Donc tu n'as pas besoin d'investissement de départ. Si tu vends un truc qui n'existe pas encore, tu le vends 3000 euros, bah moi, tant que j'ai pas reçu mes 3000 euros, je fais rien. Hein. Donc j'ai pas dépensé. Et évidemment, dans mes 3000 euros, les coûts, je les ai calculés pour que je ne sois pas déficitaire. Donc en fait, j'ai pas besoin d'argent.
Et même mon associé, pour la petite story, il était vraiment en galère de thunes quand on a commencé. Et genre, ça lui arrivait, il avait 20 balles sur son compte au début. Et il avait des parents fonctionnaires qui évidemment comprenaient rien à la vibe entrepreneuriale. Parce que, oh, tu te rends compte? Fais des études, enfin, sois sérieux à l'école, enfin, tu te rends pas compte et tout. Ses parents le décourageaient à fond parce qu'il avait pas de thunes, parce qu'il dépensait de l'argent, parce que quand même des fois on dépensait dans des logiciels, dans des trucs, justement pour automatiser des mails, ça coûte de l'argent, pas gratuit, tu vois. Donc on dépensait quand même des trucs. Il avait, ouais, il y a des fois il avait 20 balles, 50 balles, 100 balles, ses parents le décourageaient et tout, mais il a tenu. Puis maintenant il en rigole, et putain, on est que 7-8 mois après, quoi. Et maintenant il en rigole et ses parents ils comprennent pas. Mais donc non, t'as pas besoin de beaucoup d'argent en tout cas pour te lancer, hein, vraiment pas. Si t'es vraiment tout seul, 77K l'année, si t'as des énormes marges, enfin ça va, t'es pas trop mal, tu vois. Si tu divises par 12. Mais si tu veux te verser plus, donc plus de 10 000 euros, plus de 15 000, plus de 20 000 euros par mois, là c'est compliqué parce que probablement ça veut dire que tu fais trop d'argent, donc il faut que tu sois en société. Et t'as des coûts probablement parce que t'as délégué, parce que tu peux pas faire autant d'argent sans déléguer, c'est compliqué. Donc tu passes en société, et là quand tu passes en société, en tout cas dans ma forme juridique, par exemple celle que j'ai choisie, en général tu vas soit faire une SAS, soit faire une SARL, il y a d'autres formes juridiques mais les 3/4 du temps ça va être ça. Par exemple la SAS qui est souvent, enfin qui est la plus flexible, donc qui est assez aimée des entrepreneurs parce que tu peux varier tes salaires tous les mois en fait, en fonction de comment ça se passe, ce qui est très cool. Bon bah là ce qui se passe c'est que sur tes salaires tu vas devoir payer à peu près 82% de taxes sur le salaire que tu te verses. C'est énorme, hein. C'est un truc de fou. Je reviens toujours pas. 82%. Donc en gros, si tu veux te verser 10 000 balles, tu prends 8 200 et c'est ça que ça va coûter à ta boîte. Donc il faut que tu sortes 18 000 balles de trésor pour te verser 10 000 euros. Donc tu vois tout de suite que c'est pas intéressant en fait de te verser des gros salaires. Alors c'est pas con, l'idée, c'est que du coup, comme tu vas te verser de gros salaires, tu vas réinvestir, donc tu vas faire marcher l'économie, tu vas faire plein de trucs et tout. Mais du coup, si tu veux vraiment te sortir des salaires, ça fait chier de faire partir 82%. La première année, tu bénéficies de l'ACRE. Ce qui fait que tu vas pas payer 82% sur les salaires, tu vas payer que à peu près 15%. Ce qui est bien. Mais uniquement si tu gagnes moins que, je crois que c'est 36 000 euros l'année. Donc ce qui fait à peu près 2008 ou 2009 par mois. Si tu gagnes plus, tu n'as plus l'exonération. Et le regard des autres, tu m'as dit ça? Ouais. Alors le regard des autres, c'est pas facile, hein. Ça, je pense, c'est le pire. Surtout que moi, du coup, je sais pas si vous avez compris, hein, mais je me suis vraiment mis en vidéo sur Instagram, tout nu dans ma chambre. Oui, bonjour, je m'appelle Clément, je vais faire 10 000 euros par mois en 90 jours, quoi. Donc, au bout de... Moi, je pensais que les gens n'allaient pas trop le savoir au début. Ma 6e vidéo, elle a fait 200 000 vues. Donc, tout le monde était au courant. Tout le monde à HEC le savait, tous mes proches, etc. Et ouais, en fait, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. Genre, c'est dur, mais en même temps, c'est nécessaire, quoi. Genre, moi, quand je me suis fait la réflexion avec mes potes, on s'est dit, bon, les gars, il faut qu'on fasse un compte Instagram. Parce que c'est trop puissant, les réseaux. Parce que ça va nous apporter des clients. Parce que ça va ça va nous créer de la preuve sociale. Enfin, il y avait plein de raisons. Il faut le faire. Et on était 3 à ce moment-là. Oui, on était 3 au début, puis il y en a un, il a abandonné au bout de 10 jours. On était 3. On était là, bon, alors qui le fait? Et là, il n'y avait plus personne. pour se mettre sur Instagram, mettre sa tête et tout, machin. Moi, j'avais jamais posté un truc sur Instagram. Hein. J'avais 0 publication. Je mettais pas de story. Enfin, je savais même pas comment ça marchait. Et bon, bah, mes potes étaient pas chauds. J'ai dit, bah, vas-y, je vais le faire. Et j'avais un téléphone de merde, je me rappelle, à cette époque. Genre qualité dégueulasse. Et le soir même, en fait, pour m'obliger à le faire, j'ai acheté un iPhone. J'ai demandé à mes parents. J'aurais dit, j'ai vraiment besoin de cet argent. Je leur demande jamais d'argent, tu vois. J'aurais dit, j'en ai vraiment besoin. Donnez-moi, allez, 600 balles, un truc comme ça. Et j'ai payé un iPhone 14 cash le soir même sur Amazon Prime. Il est arrivé 2 jours après, j'étais obligé, tu vois. C'est 1000 balles, ça y est. Enfin, faut que je me filme. Et je me suis obligé comme ça, en payant un truc cher. Et après, une fois que tu as fait la première vidéo, bah, j'étais obligé d'assumer parce que j'avais dit que j'allais faire 10K par mois en 90 jours. Mais après, ouais, c'était pas facile à vivre, j'ai perdu plein de potes. Ok les gars, donc là je viens de rentrer chez moi, je suis éclaté. Bon, c'était très sympa cette petite excursion à Lille. Bon, là je suis arrivé. Bon, il pleuvait évidemment et moi j'ai pas pris de
de pull, de veste, quoi que ce soit, évidemment. J'ai pas pris de parapluie non plus, ce qui est très très con quand on va à Lille quand même. Donc je me suis pris la flotte, surtout que je me suis dit que j'allais y aller à pied jusqu'à l'université, parce que comme ça j'allais un peu voir la ville, voir les bâtiments. C'était très mignon d'ailleurs, très sympa. Et il y avait marqué 50% de chance qu'il pleuve sur les 20 minutes à pied. Les 10 premières minutes il a pas plu, les 10 d'après il a plu. donc j'étais trempé. Mais bon, après j'ai fait la conf en tout cas, c'est trop cool. Les gens, il y avait du monde déjà, ils étaient intéressés, ils m'ont bombardé de questions, j'ai répondu à tout ce que je pouvais. J'ai pas vu le temps passer, ça a duré plus d'1 heure. J'ai déjà reçu là des messages après la conf de gens qui m'ont dit que c'était grave bien, que je les avais grave inspirés, etc. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, c'est gratifiant. Je sais pas trop quoi dire de plus, mais c'est vraiment cool. Bon, il va quand même falloir que je me remette au travail, bon, même si c'était un peu du travail, puisque j'ai fait du contenu, là j'ai demandé à quelqu'un de l'asso de filmer. J'avais pris un micro évidemment, donc je vais pouvoir faire du contenu de cette conf. Mais voilà, j'ai d'autres tâches à faire plus urgentes, donc il va falloir s'y mettre dès demain, parce que là je suis quand même claqué, donc je vais rien faire, puis il est tard. Mais dès demain on s'y remet, j'ai pas mal de trucs à faire. Et j'ai le bootcamp surtout qui arrive jeudi, donc dans vraiment 2 jours. Où voilà, il faut tout organiser, la bouffe, les transports, les voitures, enfin c'est toute une logique organisationnelle. Donc on va s'y mettre et puis voilà, c'est parti, plus mes clients évidemment. Mais c'était cool en tout cas, c'était une petite pause humaine, assez sympa. Et je pense que j'en referai des confs comme ça, parce que j'ai souvent des invitations en vrai. Donc voilà, j'irai plus souvent.